Avez-vous déjà senti votre cœur se figer d'un seul coup, comme si le monde cessait de bouger autour de vous? Avez-vous déjà vécu ce moment étrange où un simple pas en avant peut changer tout ce qui vient après? Et si, un jour, vous tombiez sur quelque chose que vos yeux refusent d'accepter? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui commence exactement comme ça, une histoire qui porte bien son titre, parce qu'un rancher solitaire allait découvrir quelque chose d'impensable, quelque chose qui dépasse la peur et la logique. Wade Langston avançait tranquillement sur les terres qu'il venait d'acheter, espérant y construire une nouvelle vie, loin de la guerre, loin du bruit du monde. Le vent soufflait doucement, soulevant un peu de poussière rouge sur le sol désert. Rien ne semblait dangereux, rien ne semblait menaçant, jusqu'à ce qu'il franchisse la dernière petite colline. Là, son cheval s'arrêta net. Là, sa respiration se bloqua. Devant lui, cette silhouette pendait immobile, suspendue à de hauts poteaux en bois. Sous la lumière pâle du soleil, les cordes étaient tendues, bougeant légèrement avec la brise, comme si elles se moquaient encore de la vie. Pendant une seconde, Wade pensa qu'elles étaient mortes. Comment aurait-il pu penser autrement? Sept corps, cette jeune femme, cet destin brisé. Mais soudain, quelque chose bougea. Une main. Une toute petite main tremblante, se levant faiblement vers le ciel. Wade sentit son sang devenir froid. Il descendit de cheval d'un bond, le cœur battant si fort qu'il croyait l'entendre dans ses oreilles. Quand il s'approcha, les détails devinrent horribles. Les lèvres pâles bougeaient encore, cherchant un souffle, cherchant une aide impossible. Les yeux s'ouvraient et se fermaient, comme des lumières prêtes à s'éteindre. « Mon Dieu !» murmura Wade, incapable de comprendre comment ces femmes pouvaient encore être en vie. Il grimpa sur la structure en bois, tira son couteau, et coupa la première corde. Le corps tomba lourdement au sol, mais un souffle faible sortit encore de ses lèvres. La deuxième respirait aussi. La troisième avait un pouls. Une par une, il les libéra, réalisant quelque chose de terrible. Toutes les 7 vivaient encore. Et ce n'était pas un miracle, c'était un appel au secours. Mais ce que Wade ignorait encore, c'est que sauver ces 7 femmes ne serait que le premier pas. Car derrière ces cordes, il y avait une vérité plus sombre que la mort elle-même. Avez-vous déjà senti cette urgence qui vous prend à la gorge, ce moment où vous savez que si vous perdez une seule seconde, une vie peut disparaître? Wade ressentit exactement ça. Son cœur battait si vite qu'il avait l'impression de courir contre la mort elle-même. Il sauta du cadre en bois et se pencha vers la première femme tombée au sol. Sa respiration était faible, mais elle était là. Alors, sans réfléchir, il passa à la deuxième corde, puis à la troisième, ses mains tremblant mais refusant de s'arrêter. Chaque corde coupée était comme une bataille gagnée contre le temps. Le vent froid sifflait autour de lui, mais il n'entendait plus rien, seulement les gémissements faibles, presque effacés, des femmes qui tentaient encore de s'accrocher à la vie. Et malgré la peur, malgré la panique, quelque chose en lui se renforçait. Il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas laisser ses vies s'éteindre ici, dans ce désert silencieux. Lorsqu'il coupa la dernière corde, un souffle chaud lui toucha la main. C'était la 7e femme. Ses lèvres bougèrent presque imperceptiblement, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'avait plus la force. Wade se baissa, posa une main derrière sa nuque pour la soutenir, et son cœur se serra lorsqu'il vit ses yeux s'ouvrir un tout petit peu. Ils étaient pleins de douleur, mais aussi de résistance, comme une petite flamme refusant de mourir. Il n'attendit pas une seconde de plus. Il courut vers son wagon, revint, souleva les corps un par un, malgré la fatigue, malgré le poids, malgré la peur qui lui serrait les tripes. Chaque fois qu'il posait une femme dans le wagon, il murmurait presque pour lui-même. « Tiens bon, tiens encore un peu », le trajet jusqu'au ranch lui parut interminable. Le vent frappait son visage comme des lames glacées, la poussière se collait à ses vêtements, et derrière lui, les gémissements faibles des femmes semblaient à chaque instant disparaître. Wade regardait régulièrement par-dessus son épaule, craignant d'en voir une cesser de bouger. Mais chacune, même la plus faible, respirait encore. Peut-être par miracle. Peut-être par instinct. Ou peut-être parce qu'elles attendaient ce moment depuis longtemps. Quand Wade atteignit enfin son ranch, une seule pensée guidait encore ses pas, il n'était plus un simple rancher. Il était maintenant le seul mur entre la vie et la mort de ces 7 femmes. Et il ignorait encore que ce geste allait changer non seulement leur destin, mais le sien aussi. Avez-vous déjà regardé quelqu'un se battre pour vivre, même quand tout semble perdu? Cette scène, Wade n'allait jamais l'oublier. Dans sa petite cabane, éclairée seulement par la lumière chaude du feu,
il s'agenouilla près des 7 femmes installées tant bien que mal sur des couvertures. Leur visage était marqué par la peur, la douleur, et quelque chose d'encore plus lourd, une honte silencieuse qu'il ne comprenait pas encore. Ses mains tremblaient un peu en nettoyant les blessures autour de leurs poignets, là où les cordes avaient creusé profondément dans la peau. Il n'était pas médecin, pas même habitué à soigner quelqu'un, mais cette nuit-là, il fit tout ce qu'il put. Il chauffa de l'eau, lava les plaies, coupa les liens restants, et remplaça chaque souffle fragile par un mot doux, « Vous êtes en sécurité maintenant, tenez bon », pourtant, même dans cette lueur fragile, un poids invisible remplissait la pièce. Pourquoi ces femmes avaient-elles été pendues? Qui leur avait fait ça? Et surtout, pourquoi étaient-elles encore vivantes? Le feu craqua soudain, et l'une des femmes, celle avec les longs cheveux noirs, ouvrit lentement les yeux. Wade se pencha aussitôt. Ses yeux, sombres et profonds comme un canyon au crépuscule, se fixèrent sur lui. On y lisait une douleur qui allait bien au-delà des blessures. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix faible comme un souffle dans la nuit. Wade avala difficilement sa salive. « Je suis le nouveau propriétaire de ces terres, je vous ai trouvé là-bas, suspendu. » Elle baissa les yeux vers ses poignets, et ses lèvres tremblèrent un instant. Puis une larme silencieuse glissa sur sa joue. Elle tentait de parler, mais les mots semblaient trop lourds. Quand elle réussit finalement, sa voix n'était plus un murmure, mais une vérité brisée. « Voulez nous punir. Nous faire taire. Nous rappeler que les femmes apaches n'ont pas le droit de se lever contre eux. » Wade sentit un frisson froid traverser son dos. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il comprenait déjà une chose essentielle. Ce n'était pas un simple acte de violence. C'était un message. Et un message envoyé par des hommes qui ne reculaient devant rien. Il resta là, immobile, le regard plongé dans les flammes, comprenant que sauver ces femmes n'était que la première étape. Il venait à peine de poser le pied dans une histoire bien plus sombre, où chaque réponse allait révéler un danger encore plus grand. Avez-vous déjà entendu une histoire si ancienne, si profonde, qu'elle semble venir de la terre elle-même? Ce soir-là, dans la petite cabane battue par le vent, Wade sentit que quelque chose de très important allait être dit. Les 7 femmes restèrent longtemps en silence, comme si leurs mots étaient enfermés dans leur gorge depuis des années. Puis, enfin, la plus âgée d'entre elles, celle qu'on appelait Nera, leva les yeux. Son regard était sombre, pas seulement à cause de la douleur, mais parce qu'il portait toute la mémoire de son peuple. « Nous ne sommes pas des criminels, dit-elle doucement, chaque mot tombant comme une pierre dans l'air calme. Nous sommes les filles de cette terre, et cette terre était à nous bien avant que qui que ce soit n'arrive. » Wade écoutait sans bouger, comme si le monde entier retenait son souffle. Nera raconta alors l'histoire de Red Mesa, une histoire vieille de générations. Elle parla d'une époque où leur tribu vivait en paix, cultivant la terre, élevant du bétail, priant sous le soleil, longtemps avant que des frontières, des cartes ou des banques n'existent. Elle expliqua comment, en 1851, leurs ancêtres avaient signé un traité avec le gouvernement, un document qui reconnaissait officiellement Red Mesa comme territoire apache, un droit transmis de mère en fille. Mais tout avait changé quand les premiers chercheurs d'argent étaient arrivés, puis les hommes du chemin de fer. D'abord des sourires, des promesses, des invitations à vendre. Puis, quand la réponse fut non, les sourires disparurent. Les attaques commencèrent, les puits furent empoisonnés, les bêtes volées, les maisons brûlées en pleine nuit. « Ils voulaient que nous partions, » murmura Nera, pas parce que la terre était vide, mais parce qu'elle valait de l'or pour eux. Wade sentit sa gorge se serrer. Tout cela ressemblait moins à un conflit et plus à une guerre secrète, menée par des hommes riches qui n'avaient jamais touché une pelle de leur vie. Et puis vint la nuit la plus sombre. Sans avertissement, des soldats et des tueurs payés avaient encerclé leur village. Ils avaient goûté la soupe du soir, ri avec leurs enfants, et quelques heures plus tard, ils avaient été arrachés de leur maison. Pas de juge. Pas de loi. Juste la corde, dit Nera. Juste la haine. Wade resta silencieux, incapable de parler. Car à cet instant, il comprit quelque chose d'effrayant. Ces femmes n'avaient pas seulement été punies, elles avaient été effacées. Et s'ils ne faisaient rien, leur histoire disparaîtrait avec elles. Avez-vous déjà senti que quelque chose ne tournait pas rond, même quand tout le monde faisait semblant que tout allait bien? C'est exactement ce que Wade ressentit dès le lendemain. Après avoir écouté l'histoire de Nera, il ne pouvait plus rester sans agir. Il avait besoin de comprendre qui se cachait derrière cette violence, qui avait ordonné ces pendaisons, et surtout, pourquoi. Alors il décida d'agir comme dans son ancienne vie, celle qu'il avait voulu fuir, une vie de soldat, où chaque indice compte, où chaque silence dit quelque chose. Il monta à cheval avant le lever du soleil, traversa les terres rouges et se dirigea vers la ville voisine.
Dans le saloon, il s'assit sans bruit et écouta. Les hommes parlaient à voix basse, comme s'ils avaient peur que les murs eux-mêmes retiennent leurs mots. Le terrain rapporte gros, le chemin de fer va tout changer. La banque a déjà tout préparé. Wade garda les yeux baissés, mais à chaque phrase, sa mâchoire se serrait un peu plus. Puis il alla au bureau du shérif. Là aussi, les réponses étaient trop rapides, trop propres, trop fausses. Aucune femme apache n'a été arrêtée, dit le shérif, sans même lever les yeux. Mais Wade vit la sueur, vit le tremblement léger dans ses doigts, vit tout ce qu'un homme essaie de cacher quand il ment. Il comprit alors qu'il était face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple injustice. En revenant au ranch, il trouva Tala, l'une des femmes, qui l'attendait avec un petit paquet. Elle avait réussi à entrer dans un bureau d'avocat qui travaillait pour la banque. À l'intérieur du paquet, des contrats, mais pas n'importe quel contrat. Des papiers de vente signés au nom des Apaches, sauf que la plupart des signatures appartenaient à des personnes mortes depuis 20 ans. Ils ont falsifié l'histoire, murmura Wade en lisant les documents, la colère montant en lui comme une vague brûlante. Ils ont inventé des ventes qui n'ont jamais existé. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qu'il découvrit ensuite. Clarabelle, la fille d'un fermier voisin, arriva en courant, haletante, un petit enveloppe à la main. Elle l'avait trouvé dans un sac de courrier. À l'intérieur, un message secret entre la banque et la compagnie du chemin de fer. Wade le lut une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et plus il lisait, plus son cœur devenait lourd. Le message disait clairement: quand la route passera sur Red Mesa, la valeur des terres sera multipliée par 20. Les Apaches doivent être déplacés avant la fin de l'année. Aucun tribunal. Le shérif est déjà payé. Wade leva les yeux. Dans la petite cabane silencieuse, cette femme attendait son verdict sans un mot. Et c'est là qu'il comprit une vérité froide comme la nuit désertique, ce n'était pas seulement un vol. C'était une extermination planifiée. Une disparition programmée. Et s'il n'agissait pas, personne ne le ferait. Avez-vous déjà vécu ce moment où la peur disparaît d'un coup, remplacée par quelque chose de plus fort, quelque chose qui vous pousse à agir même si tout le monde pense que vous allez échouer? C'est exactement ce qui arriva à Wade et aux 7 femmes. Après la découverte du message secret et des documents falsifiés, la petite cabane ne fut plus un simple refuge. Elle devint un lieu de décision, un endroit où l'on comprit que la seule façon de survivre était de se battre. Le feu crépitait doucement, mais l'air était lourd, presque électrique. Wade posa les papiers sur la table, les mains serrées, son regard brûlant d'une détermination nouvelle. Ils ont toute la loi de leur côté, toute la ville, et peut-être même l'armée, dit-il d'une voix grave. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais contrôler, la vérité. Nera hocha la tête, ses yeux sombres reflétant la flamme. Alors faisons ce qu'ils craignent le plus. Montrons-la. Ce furent ces mots simples qui transformèrent ce groupe blessé en une véritable force. Wade déplia une grande feuille de papier et dessina une carte de Red Mesa, chaque route, chaque bâtiment, chaque endroit où la vérité était cachée. Puis il expliqua le plan. Ce ne serait pas une bataille avec des fusils, mais une bataille avec des preuves. Une bataille où l'intelligence remplacerait les armes. Tina et Roya, rapides et discrètes, iraient récupérer les documents originaux dans l'entrepôt du comté, là où les titres de propriété étaient gardés. Tala et Sana, plus habitués aux mots qu'aux armes, se rendraient au bureau du journal local pour convaincre l'éditeur d'imprimer l'histoire vraie avant que les puissants ne puissent l'enterrer. Quant à Wade et Nera, ils prendraient la mission la plus dangereuse, entrer dans les bureaux de la banque pour trouver l'objet le plus précieux, un registre noir contenant la liste des pots de vin, des signatures volées, des terres arrachées. S'ils ont peur de quelque chose, dit Wade en posant le doigt sur la carte, c'est de voir toute la ville découvrir ce qu'ils ont fait. Un silence profond suivit. Pas un silence de peur, mais un silence de force. Car chacun savait que tout allait changer après cette nuit. Leur vie, leur terre, leur avenir, tout dépendait de ce qu'ils allaient faire dans les heures à venir. Et même si le danger était immense, une seule chose les tenait debout, ils n'étaient plus seuls. Pour la première fois depuis longtemps, ils allaient se battre ensemble. Avez-vous déjà senti votre cœur battre plus vite avant une décision dangereuse, comme si votre corps savait déjà que quelque chose de grand allait se produire? Cette nuit-là, tout Red Mesa semblait retenir son souffle. Le ciel était noir, sans lune, seulement un vent froid glissant entre les rochers, comme un avertissement. C'était la nuit choisie pour agir. Une nuit où le silence allait devenir leur meilleur allié. Tina et Roya furent les premières à partir. Leurs pas étaient presque invisibles dans la poussière, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité.
Elles se glissèrent jusqu'au bâtiment des archives du comté, là où se trouvaient les documents originaux. Une serrure, un fil de métal, un souffle tendu, puis un petit clic qui résonna comme une victoire. À l'intérieur, des piles de papier attendaient, et parmi elles, les titres de propriété, jaunis par le temps, portant les noms d'anciens chefs apaches morts depuis des décennies. Pendant ce temps, Tala et Sana marchaient vers le bureau du journal local. Le vieil éditeur, un homme autrefois sauvé par la tribu, ouvrit la porte d'un visage fatigué. Il lut les documents, ses yeux s'écarquillant d'horreur, puis il murmura, « Le moment est venu. On ne peut plus se taire. » Mais le danger le plus grand reposait sur les épaules de Wade et Nera. Ils approchèrent les bureaux de la banque comme deux ombres. Deux gardes surveillaient la porte, mais Wade, ancien soldat, se déplaçait avec une précision glaciale. En quelques secondes, les deux hommes furent neutralisés, silencieux, sans tirer une seule balle. Nera entra la première dans le bureau du directeur, fouillant les tiroirs, les dossiers, chaque coin de la pièce. Et enfin, dans un double fond, elle trouva un petit carnet en cuir noir. Elle le tendit à Wade, et leurs regards se croisèrent, ils avaient trouvé la preuve la plus dangereuse. Tous les pots de vin, toutes les transactions secrètes, les noms de ceux qui avaient acheté, menti, trahi, tout était là. Avant de partir, Wade prit un morceau de papier et écrivit seulement 4 mots. 4 mots que Harrison n'oublierait jamais, « Nous sommes encore vivants ». Il posa le billet sur le bureau et referma doucement la porte. Cette nuit-là, il n'avait pas tiré un seul coup de feu, mais il venait de déclencher une guerre silencieuse bien plus puissante que les balles. Avez-vous déjà senti cette tension étrange, ce silence trop lourd qui annonce qu'un danger approche? Cette nuit-là, le ranch de Wade en était rempli. Le vent s'était arrêté, les chevaux tournaient la tête vers l'obscurité, comme s'ils savaient que quelque chose arrivait. Et les 7 femmes le sentaient aussi. Leurs regards se croisaient sans un mot, ce n'était pas une nuit comme les autres. Wade vérifia son vieux fusil, passa la main sur le métal froid, puis dit d'une voix calme, « Ils viendront ce soir. » Personne ne répondit, mais tous savaient qu'il avait raison. Ils se placèrent alors comme une petite armée. Tina et Sana montèrent sur le toit de la remise avec des arcs et quelques balles. Roya et Alun se cachèrent derrière le vieux chariot de foin. Tala et Nera construisirent une barrière de bois devant l'entrée, leur geste rapide malgré la peur. Wade, lui, se posta devant le portail, droit, immobile, comme un mur humain. Puis le moment arriva. Au loin, une lueur. Puis une autre. Puis des silhouettes. Plus d'une douzaine d'hommes. Au centre, 2 figures que Wade reconnut immédiatement, Harrison, le banquier, et l'homme au manteau noir. Jonathan Kesley, celui qui finançait tout l'acier, toute la violence, toute la haine. Langston, cria Harrison, sa voix claquant comme un fouet. Donne-nous ces femmes et les documents. On te laissera peut-être en vie. Wade respira profondément, puis répondit d'un ton si froid que même le vent sembla frémir, nous ne donnerons rien. Et nous n'avons plus peur. La première balle fendit l'air comme un éclair. Puis tout explosa. Le ranch devint un champ de bataille. Du toit, Tina tira avec une précision incroyable, touchant les premiers hommes qui tentaient d'approcher. Sana, cachée dans l'ombre, tira sur un assaillant qui voulait mettre le feu à l'étable. Alun lança une lanterne qui s'écrasa contre un mur, créant une barrière de flammes qui coupa l'accès principal. Roya se glissa comme un fantôme entre les bottes de foin, frappant un agresseur par surprise. Et Wade? Wade retrouvait les gestes de l'ancien soldat qu'il avait été. Chaque tir était rapide, calculé, sûr. Il protégeait, non pas par rage, mais par devoir. Par promesse. Harrison fut touché à la jambe et tomba en hurlant. Kesley tenta de s'enfuir, mais Nera le plaqua au sol, attachant ses poignets avec la même corde qui avait failli les tuer. « Alors, tu aimes toujours la corde » dit-elle d'une voix glacée. Quand le soleil se leva enfin, il ne restait que le silence, l'odeur du feu et de la poussière, et une victoire chèrement gagnée. Cette nuit-là, ils n'avaient pas seulement survécu. Ils avaient prouvé qu'ils n'étaient plus des victimes, mais des combattants. Avez-vous déjà connu ce moment étrange où tout semble enfin se calmer, mais où vous sentez que le vrai combat ne fait que commencer? C'est exactement ce qui arriva après la nuit sanglante au ranch. L'air du matin était lourd, presque trop calme, comme si la terre elle-même essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Wade marcha lentement entre les traces de la bataille, observant les débris brûlés, les armes tombées, les silhouettes ligotées. 3 hommes avaient été capturés vivants. Et parmi eux, des noms, des visages, des ordres, tout ce qu'il fallait pour exposer la vérité. Sans perdre une minute, Wade écrivit une longue lettre au marshal Davison,
l'un des seuls hommes de loi encore honnêtes dans tout l'Ouest. Il y joignit les documents, la copie du vieux traité, le carnet noir, et même une liste de témoins. Puis il envoya un cavalier de confiance vers Tucson. Les jours suivants furent remplis d'attentes, mais pas une attente tranquille. Chaque bruit de cheval au loin faisait battre leur cœur plus vite. Et puis enfin, un matin, des chariots blindés apparurent sur la route. Le drapeau du gouvernement flottait au vent. Davison descendit de son cheval d'un pas ferme, serra la main de Wade et dit d'une voix grave, « Tu as fait ce que personne n'a osé faire. Maintenant, c'est à nous de finir. » Ce jour-là, toute la ville se rassembla pour voir quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Harrison, les jambes tremblantes, menotté devant tout le monde. Kesley, le manteau sali par la poussière, incapable de lever les yeux. Les journalistes prenaient des notes, les habitants murmuraient, les femmes apaches restaient droites, la tête haute, comme des survivantes devenues témoins. Le procès à Tucson dura des mois. On l'appela vite le procès des 7 cordes, et il devint le centre de toutes les conversations dans l'Ouest. Des preuves sortirent, des signatures falsifiées, des comptes bancaires secrets, des témoins courageux qui racontèrent comment la banque et la compagnie du train avaient tout orchestré. Au final, Harrison et Kesley furent condamnés à la prison à vie. D'autres fonctionnaires perdirent leur poste, certains furent arrêtés. Mais le moment le plus fort arriva quand le juge annonça calmement, le traité de 1851 est rétabli. Red Mesa appartient aux Apaches. Dans la salle, un silence sacré s'installa. Pour la première fois depuis des années, un peuple effacé retrouvait son nom et sa terre. Et Wade comprit alors que ce combat n'avait pas seulement sauvé cette femme. Il venait de changer l'histoire. Avez-vous déjà vu un endroit renaître sous vos yeux, comme si la terre elle-même voulait effacer la douleur et offrir une nouvelle chance? C'est exactement ce qui arriva à Red Mesa après le grand procès. Le silence des armes s'était dissipé, remplacé par un calme doux, presque fragile, comme si l'air avait enfin retrouvé le droit de respirer. Les collines, autrefois sombres et lourdes, semblaient s'éclaircir chaque matin. Le vent ne portait plus l'odeur du feu ou de la peur, mais celle de la terre humide et de l'herbe nouvelle. Wade resta longtemps près de la vieille clôture, regardant la vallée s'ouvrir devant lui, immense et libre. Pour la première fois, il n'y voyait plus un champ de bataille, mais un foyer. Les femmes apaches avaient recommencé à reconstruire leur maison, ramenant la vie là où il n'y avait eu que cendres. Les enfants couraient près du ruisseau, leur rire se mêlant au bruit léger de l'eau. Sous le grand chêne, celui-là même où les 7 avaient failli mourir, des couvertures étaient étalées, et les familles tissaient de nouveaux vêtements, symbole d'un avenir qu'on leur avait enfin rendu. Avec le temps, Wade et Nera se rapprochèrent, non pas comme un sauveur et une survivante, mais comme 2 âmes qui avaient traversé le même feu. Un soir, alors que le soleil devenait rouge et que le ciel s'emplissait d'or, Nera s'approcha de lui et demanda doucement, « Tu crois que tout cela était écrit quelque part ?» Wade la regarda longtemps avant de répondre, « Je crois surtout que certaines histoires doivent être réécrites, et que nous avons eu le courage de le faire. » Leur union fut célébrée sous le grand arbre, sans luxe, sans bijoux, seulement avec des chants apaches, des sourires sincères, et les bénédictions d'un peuple qui revenait à la vie. Les mois passèrent, et un jour, un enfant naquit. Un petit garçon aux cheveux sombres de sa mère et aux yeux calmes de son père. Dans ses bras, Wade sentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Chaque soir, il portait son fils près de la clôture et lui montrait l'horizon. « C'est là, disait-il doucement, que nous avons combattu, pas pour la vengeance, mais pour que toi, tu puisses grandir libre. » Et à cet instant, Red Mesa n'était plus un territoire disputé. C'était une terre d'amour, de mémoire et de courage. Une terre où cette corde avait failli tuer l'espoir, mais où un rancher solitaire et 7 femmes indomptables avaient décidé de changer le destin tout entier. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que même dans les ténèbres, la vérité peut encore gagner, alors ne partez pas sans me le dire. Écrivez-moi dans les commentaires, de quelle ville me regardez-vous ce soir? J'aimerais vraiment savoir où cette voix du Far West voyage dans le monde. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Chaque nouvel abonné est une preuve que les histoires de courage, d'honneur et de destin ne doivent jamais disparaître. Abonnez-vous maintenant, car la prochaine histoire pourrait bien vous bouleverser encore plus que celle-ci.